maintenant. J'ai commencé comme pilote d'abord en Angleterre pour une société qui s'appelle TUI UK. Ça fait partie du voyagiste allemand, plus gros voyagiste au monde. J'ai commencé donc sur Boeing 757. J'ai fait ça à peu près 5 ans. Après, je suis parti à La Réunion, où j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Air Austral, sur avion long courrier, Boeing 777. Donc, on faisait beaucoup de liaisons La Réunion-Paris. Et puis après, de 2013 à 2019, je suis parti aux Émirats Arabes Unis, à Etihad Airways, à Abu Dhabi, où donc j'ai fait à peu près ça 6 ans. J'étais pilote de long courrier, je suis devenu commandant là-bas, sur Boeing 777 encore. On faisait du long, même de l'ultra long courrier. On faisait des vols, je faisais des vols qui faisaient on va dire entre 12 et 15 heures de vol. Et depuis 2019, je suis rentré en France. On est entré en France avec la famille. Bon, maintenant, je suis commandant de bord sur Airbus A320, sur avion moyen courrier pour une compagnie qui s'appelle EasyJet. Voilà pour mon expérience d'aviation. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai rajouté une autre corde à mon arc depuis septembre 2024. C'est tout frais. Je suis diplômé en hypnose ericksonienne. J'ai fait ma formation à Paris, dans le 20e, dans un institut de formation qui s'appelle l'Arche, l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne. C'est la plus grande école d'Europe d'hypnose ericksonienne. Les turbulences, c'est le sujet aujourd'hui de notre appel. Je vais vous faire cette présentation sur les turbulences. Les turbulences, qu'est-ce que c'est vraiment? La définition des turbulences est assez simple. Les turbulences sont dues à une masse d'air qui est agitée, qui n'est pas régulière. Et ces irrégularités peuvent être dues à des changements de température, des changements de pression ou des mouvements entre masses d'air. Il y a plusieurs masses d'air qui se déplacent entre elles et des fois elles, euh, elles rentrent on va dire, en collision, en choc, elles interagissent les unes aux autres. Ça fait que l'air n'est pas euh, complètement plat, complètement conforme. L'air, comme tout fluide, comme l'eau, l'air va se déplacer. Il ne va pas être complètement amorphe, je vais dire. Il va être un peu vivant, pas vraiment vivant, mais vous voyez un peu l'idée. Et quand l'avion arrive dans des endroits de la masse d'air qui n'est pas régulière, l'avion va subir les turbulences. C'est pour ça que l'avion, quand il va avancer, à peu près entre 750 et 900 km/h, quand il va rentrer dans des endroits de la masse d'air qui ne sont pas réguliers, l'avion va être soumis aux turbulences. Et l'effet net de ça, c'est que l'avion va se déplacer verticalement. Un peu comme un bateau. J'ai mis un graphique d'ailleurs à droite de l'écran où j'ai fait la comparaison entre le bateau et l'avion. Le bateau qui se trouve sur la mer ou qui se trouverait sur un fleuve avec des remous, le bateau, il va bouger, il va être soumis au mouvement du fluide. Mais l'avion, c'est la même chose. L'avion, quand il va être dans la masse d'air, quand la masse d'air ne va pas être conforme, ne va pas être uniforme, la masse d'air va bouger et l'avion va subir les déplacements de la masse d'air. Et ça va se caractériser en général par des déplacements verticaux comme ça. Et on pourrait faire une autre image. Quand vous êtes en voiture et que vous arrivez qu'il y a un dos d'âne, eh bien, quand vous passez sur le dos d'âne, votre voiture, elle fait comme ça, elle fait un petit déplacement vertical. Mais c'est la même chose pour un avion quand il se déplace dans une masse d'air. Les turbulences sont-elles dangereuses? Non, Rachid, les turbulences ne sont pas dangereuses. Pourquoi? On va le voir plus tard, je vais vous l'expliquer plus en détail, mais tout simplement parce que les avions ont été conçus pour résister aux turbulences. Les turbulences aussi, elles sont naturelles et prévisibles. Pourquoi? Car les turbulences sont dues à l'air. L'air, c'est un fluide, comme l'eau. Tout fluide est soumis à des changements de température, des changements de pression, des mouvements. Et à cause de ces caractéristiques, via les satellites et via d'autres instruments comme les ballons sondes, des choses comme ça, on va pouvoir, en fonction des relevés de température, de pression, on va pouvoir prévoir où sont les turbulences dans une masse d'air. Donc c'est pour ça que nous, les pilotes, quand on part en vol, avant le vol, on sait, avec notre briefing météo, on sait déjà où les turbulences ont de grandes chances de se trouver. Enfin, il y a une dernière chose sur ce slide que je voulais aborder, c'était le trou d'air, les trous d'air. Les trous d'air, c'est un mythe. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on dit, ah, il y avait un trou d'air, l'avion est tombé dans un trou d'air. En fait, ça vient du début du XXe siècle, où les premiers avions, c'était des biplans.
des moteurs à hélice qui n'allaient pas vite. Et les premières personnes qui ont fait leur premier baptême de l'air dans ces avions, quand elles montaient dans l'avion, déjà, le cockpit était à l'air libre, il n'était pas enfermé. Donc déjà, elles ressentaient beaucoup plus l'air. Et quand l'avion subissait une turbulence, comme il n'avançait pas très vite, eh bien, en fait, le mouvement était beaucoup plus accentué. Le mouvement vertical, excusez-moi, était plus accentué. Donc, ils avaient l'impression d'aller dans un trou. Et l'expression est restée. Les turbulences, leur origine, il y a quatre types de turbulences. Il y a les turbulences d'ondes dues aux montagnes, des turbulences dites de convection, et ça se caractérise en général par des nuages, des turbulences de sillage, qui sont dues au mouvement des avions eux-mêmes, et enfin des turbulences de ciel clair. CAT, qui en anglais est Clear Air Turbulence. Commençons d'abord par les turbulences d'ondes. Les turbulences d'ondes sont dues au relief. Vous avez une masse d'air qui va se déplacer en général entre 90, 100 km/h jusqu'à 200 km/h. Et la masse d'air, quand elle va arriver sur la montagne, comme vous voyez sur le graphique, eh bien, elle va suivre le relief. Et au début, l'air va être ascendant, après, il va être descendant. Donc ici à droite, on a notre Airbus A320 qui arrive et qui arrive près de la montagne. La masse d'air se déplaçant va créer au départ un courant descendant. Donc l'avion va être sujet à ce courant descendant, ce qui va créer de la turbulence. Donc l'avion ne va pas forcément descendre, mais ça va créer un changement de vitesse au niveau de son aile, et ça va créer de la turbulence. Et le même effet, une fois qu'il aura passé la montagne, ce coup-ci, ça sera un effet inversé, mais ça aura à peu près le même ressenti sur l'avion et sur les passagers. Ça sera un courant ascendant. Et ces courants dus au relief, en général, on peut trouver ces turbulences entre 9000 à 12 000 mètres d'altitude. Donc c'est plutôt de, de la turbulence de haute altitude. Plus bas, à des altitudes plus basses, à intermédiaires, donc je dirais entre 0, on va dire entre 500 mètres et 8000 mètres, on a des turbulences de convection, ou peut-être même 5000 mètres. Et la convection, c'est un phénomène naturel qui arrive toute l'année, mais c'est surtout caractérisé en été. Et la convection se caractérise par le soleil, la radiation. Le soleil chauffe l'air, chauffe le sol, et le sol, en se chauffant, il va chauffer la masse d'air qui se trouve au-dessus du sol, et l'air, en se chauffant, va devenir plus léger. Il va commencer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Plus il va monter, si l'air est humide, ça va créer des nuages, qu'on appelle des nuages de beau temps, des cumulus. Et c'est cet effet de convection d'air qui chauffe, qui monte, qui se déplace, qui va créer une turbulence. Donc quand l'avion va traverser ce courant d'air chaud qui monte, en fait, ça va créer une turbulence. Donc on appelle ça de la turbulence de convection. Typiquement, comme je le disais, c'est en été. Et ça se caractérise par des nuages de beau temps qu'on appelle des cumulus, qui sont ces espèces de boules de coton que vous voyez dans le ciel. Donc ça, c'est complètement inoffensif. C'est juste désagréable si vous passez dessous ou même si vous passez dedans. Des fois, ça nous arrive de passer dedans parce qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils peuvent être générateurs de turbulences. Ça, c'est complètement inoffensif. C'est juste un petit peu désagréable, on va dire. Ce qui est par contre dangereux, c'est le stade d'après le cumulus. Donc toujours dans ces belles après-midi d'été, le nuage cumulus, à cause de l'air qui montait, s'est développé. Et plus l'air va monter, plus le cumulus va gonfler, 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 pour devenir un cumulonimbus. Et ce sont des gros nuages qui montent jusqu'à 15 000 mètres d'altitude, 15 km. Et là, j'ai mis la diapositive en haut à gauche, où on voit un beau phénomène de cumulonimbus, et on voit la forme caractéristique qui est une enclume. Donc ça, ce sont des nuages qui sont dangereux, qui sont pas bons du tout pour l'aviation, car ils créent des orages, de la grêle, des rafales de vent, du vent violent, et aussi des feux de Saint-Elme. Donc si vous regardez en bas à gauche, on voit des arcs électriques qui se forment sur les vitres du cockpit. Et ces arcs électriques, c'est ça qu'on appelle le feu de Saint-Elme. C'est dû à l'électricité statique qui se construit autour des nuages de cumulonimbus. Nous, des fois, on va jamais dans les cumulonimbus, mais quand on passe à côté, il est possible qu'on ait ces phénomènes. Et d'ailleurs, c'est un vieux phénomène, ça fait des centaines d'années que ça existe, et ça a été décrit d'abord par les marins.
en pleine mer, quand il y avait des ouragans et des orages, ils voyaient des arcs électriques dans les mâts et dans les voiles. Donc voilà. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'électricité statique. Et nous, le danger direct, c'est qu'on se fasse foudroyer. Donc en général, on va éviter, on va voler le plus loin possible des cumulonimbus. Autre phénomène, en haut à droite, vous voyez ici le nez d'un Airbus A320 qui est complètement ravagé par les grêlons. Donc le radome, le nez est complètement enfoncé. Et on voit aussi les pare-brises du pilote et du copilote qui sont complètement opaques. Alors, on peut quand même faire voler l'avion, c'est juste moins pratique pour de la visibilité pour l'atterrissage. Mais bon, c'est quand même pas terrible. Et enfin, la dernière chose qu'on doit vraiment redouter, ce sont les micro-rafales, les cisaillements. Et c'est notamment à l'atterrissage et au décollage, on a un mouvement de masse d'air qu'on appelle des micro-rafales, et ça peut précipiter l'avion au sol. Donc ça, c'est tous les effets négatifs des turbulences sévères causées par les cumulonimbus. Donc ça, c'est une turbulence vraiment qu'on évite. Ça, c'est non négociable. On les évite, cela. Le troisième type de turbulence, les turbulences de sillage ou vortex. Ces turbulences de sillage sont dues aux ailes des avions. Ce qu'il faut savoir quand un avion il vole, et la portance, la sustentation qui fait que l'avion vole, c'est à cause du différentiel de pression qu'il y a entre le dessus de l'aile, qu'on appelle l'extrados, et le dessous, qu'on appelle l'intrados. Et ce différentiel de pression, quand on arrive en bout d'aile, ce que vous voyez ici sur le schéma à gauche, le bout d'aile va créer des tourbillons, des vortex. Ces vortex sont très puissants et aussi vont très loin. Sur l'image de droite, on voit qu'ils se répandent jusqu'à 5000 nautiques en arrière, donc à peu près 9 km derrière l'avion. Et ils descendent aussi à peu près jusqu'à 900 à 1000 pieds en dessous de l'avion, c'est-à-dire 300 mètres. Ils sont très puissants. Plus l'avion va être lourd, plus l'avion va avoir une grande envergure, et plus les vortex vont être puissants, parce que l'aile génère, il y a plus de surface, donc l'air génère beaucoup plus de vortex. Pour pallier à ce problème de vortex, de turbulence, en fait, le problème, c'est si on passe derrière un avion, on passe dans son sillage, ça va turbuler. Donc, ce qu'on fait, c'est que les contrôleurs aériens, aux alentours de l'aéroport, quand les avions partent et quand les avions arrivent de l'aéroport, les contrôleurs aériens vont appliquer des distances de séparation. Donc, ça peut aller en général de 6 km jusqu'à 15 km. 15 km, c'est si vous avez un très très gros avion comme j'ai mis en bas à droite, donc le plus gros avion du monde, qui est l'Airbus A380. Et derrière, vous avez un jet. Je l'ai mis à l'envers, je vais vous expliquer pourquoi. Un jet. Donc là, entre ces deux avions, il y aura au moins 15 km de séparation à l'arrivée, à l'atterrissage. Pourquoi j'ai mis ces deux photos? C'est dû à un incident qui s'est passé en 2017, en mars 2017. C'était sur l'océan Indien, entre Mumbai et Mascate. Il y avait un A380 de Emirates qui se déplaçait à haute altitude et il a croisé un jet d'affaires. Il était un Challenger 604. Si je vous explique ici sur la caméra, donc vous avez la 380 ici qui passait et en dessous le Challenger. En général, la séparation entre deux avions quand ils se croisent, c'est 300 mètres ou 1000 pieds. Donc le Challenger est passé dessous la 380 et il est rentré dans son vortex, dans sa turbulence de sillage. La turbulence de sillage était tellement violente que l'avion de business, le jet d'affaires, s'est retrouvé sur le dos. Donc, ils ont perdu le contrôle pendant quelques secondes. Il a perdu de l'altitude, mais le pilote a repris le contrôle de l'avion et ils ont réussi à les poser à Mascate. Et bon, il y a eu un ou deux blessés, je crois, mais bon, voilà, il y a eu surtout très, très, très peur. Donc, c'est pour rappeler que les vortex sont redoutables. Donc, c'est pareil, ça, on les évite. Alors, ça peut arriver qu'en croisière, on croise un autre avion du genre, on est dans cette direction, on est dans cette direction, et il y a un autre avion qui passe au-dessus de nous comme ça, dans une autre direction, et on va passer derrière son sillage, et on va avoir une légère turbulence. Mais en général, quand ça arrive comme ça dure quoi? 5-6 secondes maximum. Ça dure vraiment très peu. Si vous voyagez sur un avion de ligne du genre A320, A321, A330, il y a très peu de chances que vous ressentiez les turbulences de vortex. Enfin, le dernier type de turbulence que vous êtes susceptible de rencontrer en avion, c'est la turbulence de ciel clair, qu'on appelle CAT, Clear Air Turbulence. C'est, je dirais, la plus redoutable car la moins prévisible. Pourquoi c'est la moins prévisible? Parce que c'est celle qu'on ne peut pas détecter avec
nos instruments de bord. Donc c'est pour ça que c'est vraiment celle qu'on redoute le plus, parce qu'elle peut être imprévisible. Le phénomène de Clear Air Turbulence, ça se passe surtout au-dessus de l'Atlantique. Si vous allez aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est là qu'il y a plus de chances de rencontrer ce type de turbulence. Et elle est due à des courants de jet. Les masses d'air entre le continent américain et le continent européen, il y a un fort différentiel et il y a d'énormes courants d'air. Il y a des vents qui vont à 250 voire 300 km/h. Et la turbulence, elle se passe, comme j'ai expliqué ici, comme j'ai mis sur le graphique, quand vous avez deux courants jet qui sont rapides. Donc ils vont être parallèles, hein. Ils vont être parallèles, ou des fois ils vont être dans des directions différentes. Ils vont être très près. Donc il y en a un qui va être à 300 km/h, un autre qui va être à 100 km/h. Et la différence entre la direction des courants d'air et leur vitesse va faire que quand l'avion va rentrer à la séparation de ces deux courants d'air, ça va créer un fort différentiel de direction et de vitesse. C'est bien que ça va créer une turbulence, un cisaillement en fait. Ça va être un cisaillement d'air. Donc ça se passe en général entre 10 et 15 000 mètres et ça se trouve à des latitudes de 30 à 50 degrés, nord et sud. Voici pour les grands types de turbulences. Maintenant, quel est l'impact concrètement? Quel est l'impact des turbulences sur les avions? J'ai envie de vous dire, il est faible. Donc si maintenant je viens de parler, il y a quelques exceptions, vous avez vu la grêle, des choses comme ça, mais dans 99,9% des cas, les turbulences sont vraiment pas un problème pour l'aviation moderne, l'aviation commerciale moderne. Pourquoi? Tout simplement, quand vous avez des turbulences, le déplacement moyen d'un avion en altitude, c'est 6 mètres. L'avion il va bouger de 6 mètres, soit en haut, soit en bas. Quand maintenant vous savez qu'un avion se déplace à une altitude moyenne de 10 000 mètres, 6 mètres de déplacement, ça va représenter 0,06%. C'est-à-dire, c'est infinitésimal. Donc, des fois, les personnes qui se disent en avion, oh, j'ai peur que l'avion il tombe à cause des turbulences, qu'il chute, c'est une vue de l'esprit, c'est voilà, ça peut pas arriver. À titre d'exemple, pour vous donner un peu, moi, dans toute ma carrière, en 19 ans que je fais de l'aviation, le plus d'altitude que j'ai perdu, c'était au-dessus de l'Himalaya, entre le Pakistan et la Chine. J'allais à Pékin depuis Abu Dhabi. J'ai perdu 250 pieds, ce qui fait à peu près 75 mètres. Et c'est le plus extrême dans 19 ans de carrière. 275 mètres, 250 mètres. Voilà. Et l'avion a récupéré l'altitude. J'ai perdu ça en l'espace de 30 secondes, 45 secondes. La minute d'après, j'étais revenu à l'altitude originelle. Pourquoi aussi les turbulences ont un faible impact? Parce que quoi qu'on en pense, euh, les avions sont extrêmement rigides, extrêmement sûrs, et ils ont été conçus pour être extrêmement résistants. Là, j'ai mis une diapositive en haut à droite où on voit une photo qui vient du site d'Airbus où on voit deux traits jaunes, une flèche rouge entre les deux traits jaunes. C'est pour illustrer le déplacement d'une aile. Quand Airbus a dû faire certifier son dernier gros porteur, qui est l'A350, ils ont dû faire des tests de résistance. Et les tests de résistance, ça revient à mettre des filins sur l'aile. Donc, dans l'atelier, ils viennent accrocher des filins sur le dessus de l'aile et les filins métalliques qui tirent et tirent et tirent jusqu'à ce que l'aile, elle casse. Et dans ce test-là, l'aile a mis 5,20 m avant de se casser, ce qui est bien, 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 bien au-delà de ce que le régulateur demande. La limite extrême d'un avion pour être certifié sur le marché en facteur de charge. Donc, quand vous êtes là à l'heure actuelle, si vous êtes assis, Rachid, vous vous dites, voilà, là, vous êtes sur la Terre, votre corps expérimente un facteur de charge de 1G, une fois l'accélération. Mais les avions sont prévus en utilisation normale pour résister à 2,5 G. Donc 2,5 fois votre poids, ce qui correspond à une certaine torsion de l'aile. La limite structurelle officielle, c'est 3,75 G. Donc c'est encore au-dessus de ce qui est autorisé. Et si vous voyez en bas à droite, j'ai mis une photo, c'est une photo de la China Airlines qui en 1985 est entrée dans des turbulences ultra violentes où ils ont fait l'expérience d'un facteur de charge de 5G, 5. Donc bien au-delà de la limite structurelle de 3,75. Et l'avion est revenu au sol. Il y a eu quelques blessés à cause des turbulences, mais il n'y a pas eu de mort.
Et si vous voyez, il y a l'empennage, la queue, il manque un bout, effectivement. Mais l'avion a quand même résisté. L'avion ne s'est pas cassé en l'air et l'avion est revenu au sol. Donc, tout ça pour vous prouver que les avions sont extrêmement solides. Jamais un avion ne cassera à cause des turbulences. En plus de ça, nous, les pilotes, on a des stratégies. Je vais vous expliquer un peu plus dans les slides qui viennent qu'est-ce qu'on fait. Mais on va pouvoir, avec des prévisions, modifier notre altitude, modifier notre vitesse. Et bien sûr, on va allumer la consigne, attacher vos ceintures, qui est la meilleure consigne, en fait, tout simplement. On va pouvoir prévoir les turbulences, toujours. On a des outils météo. En haut à gauche ici, j'ai mis l'illustration de ce qu'on appelle une carte temps-ci, temps significatif, ou sur un trajet donné. Donc ici, c'est un exemple. L'avion partait de Milan, en Italie, il s'en allait à Palerme. On voit au milieu du graphique qu'il y a une représentation de nuages et on voit CB, donc cumulonimbus. Donc ça nous dit qu'à un certain moment du parcours, il va y avoir des nuages d'orage, des cumulonimbus. Donc on va être vigilant, on va pouvoir scanner notre radar pour voir les cumulonimbus et bien sûr les éviter. On va aussi utiliser des prévisions locales, la météo qui va faire à Palerme, la météo qui va faire sur les terrains adjacents. Je vois qu'en fin d'après-midi, il va y avoir des rafales à 50 km/h et il va y avoir des orages. Donc, je vais faire en fonction pour prévoir l'arrivée, pour éviter ces orages. Donc, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai prévu qu'en fin d'après-midi, il va y avoir des orages à Palerme, et que j'ai prévu d'aller à Palerme, je vais mettre beaucoup plus de carburant de façon à pouvoir me mettre dans la tente et attendre que les orages se dissipent avant de me poser. On a également une vue verticale du profil de vol. Dans le cercle rouge, là, c'est une zone où il y aura potentiellement des turbulences. Donc ça, c'est pareil, je vais pouvoir allumer la consigne, attacher vos ceintures avant d'arriver dans cette zone, de façon à éviter que quelqu'un se blesse. Et enfin, en bas à gauche, on a des prévisions, des images radar pour les turbulences du ciel clair. Mais ça, c'est plus sur les vols long courriers, sur les vols euh, transatlantiques. Quand vous allez en Algérie, je ne pense pas qu'ils aient accès à ce genre d'informations parce que en général, il n'y a pas de clearer turbulence, de turbulence de ciel clair entre la France et l'Algérie. Donc, une fois qu'on les a prévus, c'est bien, ça c'était au briefing. Après, on va les détecter en l'air. Donc, on sait déjà à peu près les zones où il va y avoir des turbulences. C'est à peu près clair dans notre tête, nous, en tant que pilote. Et néanmoins, on va utiliser nos outils embarqués. Le premier outil, le plus important, c'est le radar météo. Vous voyez en haut à droite, qui se trouve dans le nez. Le radar météo va pouvoir nous permettre de détecter les cumulonimbus, les nuages d'orage, là où il y a de l'humidité. Sur l'écran de gauche, on voit les zones en rouge, en jaune et en vert. Et on va tout simplement passer à côté. En bas à droite, on a une imprimante dans le cockpit qui va nous permettre de recevoir des messages d'alarme qu'on appelle les SIGMET, Significant Meteorological Report, où notre compagnie et les bureaux météo locaux vont nous envoyer des alertes pour nous dire attention, il y a des turbulences dans telle zone, attention, il y a des orages dans telle zone. Donc on va toujours être vigilant, on sait à l'avance où est-ce qu'il y a potentiellement des turbulences. Et enfin, en bas à droite, en bas à gauche, ici, on a l'illustration graphique sur notre écran de navigation dans le cockpit d'un cisaillement de vent à basse altitude. Et quand on a ce genre d'alarme sur notre écran, eh bien, en fait, on va aller dans l'attente, on va attendre que l'orage passe pour éviter le cisaillement de vent à basse altitude. Dans tous les cas, dans tous les cas, la seule chose à faire est de toujours mettre votre ceinture, quoi qu'il arrive, et de rester zen. Euh, et la ceinture, alors même quand le vol est complètement calme, ayez toujours votre ceinture. Parce qu'il se peut qu'il y ait une turbulence que les pilotes n'aient pas prévue. Ne serait-ce que le croisement d'un autre avion, que c'est de nuit, qu'ils n'ont pas forcément vu. Et il y a une turbulence de sillage. Et ça crée une turbulence. Et ça risque de surprendre. Donc si vous avez votre ceinture, vous ne courez absolument aucun danger. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré? Euh, oui, vous avez parlé tout à l'heure des turbulences qui
qui se passe, vous savez, sur l'océan Atlantique. Ouais. Je sais plus comment vous avez appelé ça. Est-ce qu'ils sont dangereux? Et, Non. Alors, effectivement, donc, ce qui se passe au-dessus de l'océan Atlantique, on appelle ça des cat clear air turbulence, turbulences de voilà, ciel clair. exactement. Elles ne sont pas du tout dangereuses pour la structure de l'avion, car comme je vous ai dit, les avions sont vraiment extrêmement résistants. Mais ce qui fait leur dangerosité, j'ai envie de vous dire, c'est leur imprévisibilité. On arrive à les prévoir, on utilise des outils de prévision météorologique, des satellites, qui utilisent des technologies de spectrophotométrie, c'est-à-dire les satellites vont aller voir, analyser l'humidité. Donc, c'est même pas les nuages, parce qu'ils vont même pas voir les nuages, mais les satellites vont analyser l'humidité dans les micro-gouttelettes qui sont même pas visibles à l'œil nu dans l'atmosphère. Et en fonction de la concentration de ces micro-gouttelettes, qui ne sont visibles que par des satellites à infrarouge, en spectrophotométrie, les satellites vont dire, ah, là, il y a un changement de température, un changement de pression, et donc là, c'est susceptible d'avoir de la turbulence. Donc nous, on est prévenu, on est OK dans cette zone-là où on va passer, c'est susceptible d'avoir des turbulences. Mais comme toute prévision, c'est jamais à 100%. Allez, on va dire c'est 90-95%. Donc des fois, on a la prévision où on se dit, ah, il va y avoir de la turbulence, donc on va passer, on va y aller, et on va allumer la consigne, et puis il va rien se passer. Ça m'est arrivé. Et du genre, rien, rien, rien. Dans d'autres cas, il va pas y avoir de prévision comme quoi il y avait des turbulences, et on va passer, et ça va commencer à bouger, à turbuler. Des fois, et des fois, ça va durer 10, 15, 20, 30 minutes. Des fois, j'ai passé des zones au-dessus de l'Atlantique, au-dessus de l'océan Indien, où ça turbulait pendant 1 heure, 2 heures, sans s'arrêter. Mais néanmoins, l'avion était impeccable. À partir du moment où vous êtes attaché, vous ne risquez rien. Donc maintenant, si vous voyez dans les médias, vous voyez vous voyez des gens qui sont blessés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était il y a peut-être 2 mois, il y a un vol de la Singapore Airlines qui Mm. est parti de Londres pour aller à Singapour, et ils ont eu des turbulences, et il y a eu des gens qui étaient blessés. D'ailleurs, la plupart des blessés, c'était des membres d'équipage. Et les gens, pourquoi ils étaient blessés? Parce qu'ils n'étaient pas attachés. S'ils avaient été attachés, ils ne seraient pas blessés, tout simplement. Donc les turbulences peuvent durer 1 heure, 2 heures, c'est ça? Ouais, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Ah là là. Mais comme toujours, comme je le dis, à partir du moment où vous êtes attaché, parce que le seul risque que vous encourez quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, vous en tant que passager, c'est de vous taper la tête au plafond. In fine, c'est ça. Le risque, il est là. Et quand vous entendez aux informations, vous voyez, oh, il y a eu tant de blessés dans un avion parce qu'il y a eu des turbulences sévères. Alors, ça peut être pour tout type, ça peut être du convectif, comme je vous ai montré, ça peut être de la turbulence de ciel clair. C'est parce que les gens n'étaient pas attachés, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous prenez l'avion, quand vous êtes assis, bon, sauf si vous avez besoin d'aller aux toilettes, de vous dégourdir les jambes, bon, vous pouvez être attaché par définition. Mais à partir du moment où vous êtes attaché, hmm, en fait, vous ne risquez absolument rien. Alors, ouais, ok, ça va pas être sympa pendant 1 heure ou 2 heures max que ça turbule. Bon, c'est pas grave. Même pour nous, les pilotes, je vais vous le dire, parce que nous, on a envie de boire notre café tranquille, hein. Donc, si ça turbule comme ça, bon, c'est pas super. Mais bon, et en fait, nous, on prend notre mal en patience. Et hormis le fait de faire ça, on va bien sûr tout faire pour, si on ne peut pas éviter la turbulence. Donc, imaginons qu'on est déjà sur l'Atlantique Nord. On a un système de ce qu'on appelle les NATRAC. Il y a tellement de trafic au-dessus de l'Atlantique Nord qu'on est obligé de suivre des routes bien définies. Elles sont parallèles comme ça. Il y a une dizaine de routes comme ça. Et on est obligé de se tenir à la route. Donc, en général, on peut un peu dévier de la route, mais pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, des fois, on est obligé de prendre notre mal en patience. Par contre, on va pouvoir changer d'altitude. S'il n'y a pas d'avion au-dessus ou en dessous, ne serait-ce que le fait de changer d'altitude de 300 mètres, des fois, ça suffit à complètement enlever la turbulence. Parce que, comme je vais vous montrer la slide ici, sur
l'illustration, on voit le Boeing 747, et là, vous voyez, il est pris en sandwich entre deux courants d'air, deux courants de jet. Il y en a un qui est lent, un qui est rapide. Il suffit qu'il monte de 300 mètres ou qu'il descende de 300 mètres pour se retrouver dans un air complètement calme. C'est possible. Voilà. Donc, on va réduire la vitesse de l'avion, on va changer d'altitude, et on va prendre notre mal en patience. Et on va rester attaché. Mais dans aucun cas, l'avion ne court le risque de se désintégrer, de perdre une aile, de tomber. Voilà. Ça, c'est dans le domaine de l'impossible, parce que ça n'arrive jamais. À quel moment on peut s'inquiéter? À quel moment on peut s'inquiéter? Bah, là, j'ai plutôt envie de vous demander à vous, Rachid, à quel moment vous êtes inquiété, vous, quand il y a des turbulences? Bah, déjà, par exemple, là, il y a 3 jours, hein, j'ai pris le vol Alger-Paris. Ouais. Donc, dès qu'on a décollé, bah, ils ont annoncé que, voilà, au-dessus de Marseille, il va y avoir des turbulences. Et puis, ça va être calme, c'est-à-dire le ciel, il sera beau à Paris. Voilà, déjà, c'est-à-dire, dès le départ, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé à Marseille. Je commençais à avoir peur. Et j'attendais à ce moment-là, c'est-à-dire les turbulences. Et puis, on est arrivé au-dessus de Marseille, donc il n'y avait rien. On a continué, c'était très calme jusqu'à Paris. Donc, du coup, je me suis retrouvé, c'est-à-dire stressé depuis le départ, pour rien, Mhm. quoi. D'accord. D'accord. Oui, mais vous voyez, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, que les prévisions sont bonnes, mais elles ne sont pas parfaites. Et des fois, nous, Mm. on a la prévision comme quoi il va y avoir des turbulences, et puis il n'y a rien. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, on a la prévision qu'il va y avoir turbulence, et il y a de la turbulence. Et ça, c'est un fait de la vie, de comment le ciel est fait, comment la nature est faite. Et aussi bien que la technologie et les prévisions météo sont fantastiques et sont précises, elles sont comme tout dans la vie, elles ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait. Et alors, le problème, effectivement, c'est que vous, les pilotes vous ont donné l'information, le commandant Barroso dit qu'il va y avoir des turbulences, parce qu'il a utilisé les prévisions qu'on lui a données, et ça ne s'est pas matérialisé. Et le problème, c'est que vous avez eu peur pendant tout le vol ou pendant une bonne partie du vol, on va dire. Et ça fait partie de la phobie, des mécanismes de la peur en avion. Pour ça, là, je vous ai mis une nouvelle diapositive. Euh, les gens qui ont peur en avion, donc ça peut être les turbulences, la majorité des gens, ce sont des gens comme vous, Rachid, par exemple, qui ont peur des turbulences. Il y a d'autres gens, ils ont peur au décollage, d'autres, ils ont peur à l'atterrissage. D'autres, ils ont vu des photos où ils ont vu le 11 septembre en direct à la télé. Ils ont vu des avions s'enfourner, se mettre dans les tours. Et depuis ce jour-là, ils ne prennent pas l'avion, ils ont peur. D'autres personnes, elles ont une mauvaise expérience, par exemple des turbulences violentes sur un vol, en venant de New York, par exemple, ou n'importe où. Ou par exemple un moteur qui est tombé en panne ou une panne, l'avion a dû revenir à l'aéroport parce qu'il ne pouvait pas continuer le vol à cause d'un incident technique. Et là, c'était une mauvaise expérience, ils ont eu peur. Il y a même des gens, ils ont peur de l'avion pour aucune raison. J'ai rencontré des gens, ça allait très bien. Ils ont pris l'avion pendant 15 ans, 20 ans, et au bout de 20 ans, ils commencent à avoir une peur. Ou au bout de 10 ans, ils commencent à avoir une peur. Mhm. Pourquoi? En fait, parce que c'est pour ça qu'on appelle que c'est une peur irrationnelle. Et malgré les informations, vous avez, par exemple, je vais vous expliquer, je vous ai donné les 4 types de turbulences. Je vous ai expliqué ce qu'on faisait pour éviter les turbulences, ce qu'on faisait pour limiter leur effet. Malgré que vous ayez toutes ces informations, il est possible que la prochaine fois que vous prendrez l'avion et que vous aurez des turbulences, malgré tout ce que je vous ai dit, vous aurez peur. Peut-être, peut-être pas, j'espère pas, mais si ça arrive, cette peur, ça vient du mécanisme de la phobie, et ça vient d'une petite glande qui se trouve au plein milieu de notre cerveau. Cette glande, j'ai mis sur l'illustration, là, si vous voyez l'image du haut, c'est une glande qui s'appelle l'amygdale. Et on l'appelle amygdale parce que ça vient du grec amygdalé, qui veut dire amande, parce que c'est une petite glande qui a une petite forme d'amande comme ça. Et ça, c'est notre centre de détection centralisé du danger.
Et c'est une glande qu'on a depuis qu'on est des humains, depuis des centaines de milliers d'années. C'est elle qui détecte le danger. Donc, quand la glande va voir qu'il y a un feu ou quelqu'un qui vous veut du mal, ou il y a 100 000 ans, quand on était dans les plaines du Kenya, dans la savane, et qu'il y avait un lion qui approchait, ça mettait notre amygdale en danger, ça crée une alarme dans l'amygdale. L'amygdale se dit attention, danger, et ça envoie tout un tas de réactions physiques, comme les hormones de stress, comme l'adrénaline, et j'en ai oublié une, il y a une autre hormone. J'ai oublié, ça va me revenir. Ça va déclencher des hormones de stress et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle la réponse du fight or flight, du combat ou de la fuite. Et en général, c'est comme ça. Soit on va se battre, soit on va fuir. Le cortisol, voilà. Toutes ces hormones qui se déclenchent en nous, ça va créer, et c'est ça qui crée l'anxiété. Et quand on va être anxieux, et donc soit on va répondre, soit on va fuir. Donc dans tous les cas, notre amygdale, elle a une seule tâche, c'est nous garder en vie. Et notre cerveau, j'ai envie de dire, il n'a qu'une seule tâche, c'est de nous garder en vie par tous les moyens. L'amygdale fonctionne très bien quand on est dans la nature, où il y a un tremblement de terre, ou qu'il y a un feu, des choses comme ça fonctionne très bien pour nous garder en vie. Par contre, l'amygdale, elle ne s'est pas adaptée au XXe siècle, au XXIe siècle. Ce qui s'est passé, c'est que si vous avez une mauvaise expérience en vol, ou vous avez vu des choses à la télé, ou même des fois pour aucune raison, votre amygdale a identifié l'avion à la mort, l'avion au danger. C'est pour ça que j'ai mis deux diapositives en bas, avion égale mort. Et chez certaines personnes, c'est rédhibitoire. Moi, j'ai rencontré des gens, avant de discuter avec moi, ils n'avaient pas pris l'avion pendant 20 ans. Parce que pendant 20 ans, ils se sont dit, je ne peux pas monter en avion, je suis sidéré. Je suis sidéré, c'est trop dangereux, je vais mourir. En gros, c'est ça. L'avion, c'est dangereux, je vais mourir. Malgré les connaissances qu'on a de l'aviation, malgré les statistiques, Rachid, je ne vais pas vous sortir les statistiques, vous, ça se trouve, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous savez que de toute façon, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. En tout cas, beaucoup plus sûr que la voiture. Au niveau des statistiques, on sait qu'on a 1000 fois plus de chances de mourir en voiture qu'en avion. Néanmoins, on peut avoir peur en avion. Pour résoudre ce problème, il y a une méthode qui s'appelle la méthode d'exposition imaginale. La méthode d'exposition imaginale, c'est une méthode que j'ai créée en utilisant les techniques, les travaux de recherche de grands professeurs. On a Harry Ressler, c'est la première personne